bonsoir, Wopé, Zotlela. Merci d'être là aussi, de nous attendre. Aujourd'hui, nous revient avec histoires femmes. Bon, c'est deux messieurs qui viennent là, mais ce sont des histoires de femmes quand même que nous présente à Zot aujourd'hui. Alors, le premier monsieur que nous présente à Zot, c'est Jean-Marc Pétoncal. Bon, lui... Ah, Pécontal, voilà, ça y est, c'est les parties. Pécontal, voilà. Donc, lui, il est connu, il est déjà bien assis dans le paysage de la bande dessinée parce qu'il en a fait avec Gilles Gauvin. Il n'est pas son premier, il a fait avec d'autres auteurs aussi. Il a travaillé dans le domaine artistique aussi avec nous. Et puis nous arrive un jeune, Rovan Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Colson. Alors lui, Rovan, il est tout nouveau. Il arrive sur ce deuxième 5 rayonnés, 5 destins. Et il va nous raconter comment il arrive dessus. D'abord, on va commencer avec Jean-Marc. Et là, il ne faut pas m'y tromper, Pécontal. Avec Jean-Marc Pécontal pour revenir sur un peu le passage entre les deux. Donc, le premier tome, 5 femmes, 5 destins. Donc, il y avait Anne-Mousse Célimène, Juliette Dodu, Marie-Aline Ouattion. Il ne faut pas que je n'ai. Et puis, un personnage fictif, Sia, engagée indienne. Donc, moi, évidemment, quand je vois arriver le deuxième tome, je me dis, où ça il est mon personnage fictif? Alors, je me suis dit, comment il est? Donc, voilà. Donc, explique-nous un peu donc, le premier. Et puis, voilà. Il n'y a pas de personnage fictif dans le deuxième tome, ouais. Ça, c'est clair. C'est 5 réunionnaises depuis la départementalisation jusqu'à aujourd'hui qui ont marqué l'histoire de la Réunion et qui ont été un petit peu oubliées aussi dans l'histoire de la Réunion. C'est qui est un peu le but des livres tels qu'on les a créés. C'est l'idée de mettre en avant des femmes réunionnaises et tout en racontant l'histoire de cette île du début jusqu'à aujourd'hui quasiment. Oui, merci. Voilà. Et à toute l'équipe. Et puis, elles sont quand même un peu, pas qu'à la Réunion, oui. Globalement partout, elles sont oubliées par l'histoire, un peu effacées. Et c'est bien quand même de rappeler qu'elles ont une importance capitale très fréquemment. Oui. Et du coup, l'intérêt qu'il y avait aussi dans le premier, c'est que quand on a voulu faire une femme représentative des engagées indiennes, on n'a pas trouvé quelqu'un de précis qui répondait. Du coup, j'ai créé un personnage qui était en fait un condensé de plusieurs destins de femmes engagées indiennes. Et j'ai créé la princesse Sia et son histoire, alors là, de toutes pièces, de façon à représenter toutes ces femmes engagées indiennes. Et en même temps de correspondre à un petit bout de l'histoire réunionnaise, puisqu'il y a un Sega sur la princesse Sia qui existait en fin du 19e ou début 20e siècle, qui permettait aussi d'avoir un lien. Connu, voilà. Oui. Donc c'était un peu connu, voilà, c'est qu'elle permettait. Et en même temps, on l'a inventé. Mais pour la partie du tome 2, qui est depuis 1946, tout le monde a existé et tout le monde avait une histoire et on a réussi à aller chercher les éléments, souvent avec difficulté, parfois même en allant jusque chez les familles, puisque là on est proche. Quand on parle d'Anne-Mousse, on parle de la première fille née sur le territoire réunionnais, qui est un peu la grand-mère de 40 ou 50% de la population réunionnaise. On est loin. C'est-à-dire que là, on a les familles qui sont là, on a des familles qui nous ont donné des photos, qui ont parlé. Des noms qui sont encore connus. Et des noms qui sont encore connus. Donc, on est allé chercher des éléments. On a fait un travail d'historien en même temps qui était très, très important. D'ailleurs, on salue Gilles Gauvin. Et on salue Gilles Gauvin, voilà, qui a beaucoup travaillé, parce que c'est lui qui a plus travaillé pour tout ce qui est historique. Moi, j'ai travaillé pour les scénarios. Et en fait, c'était formidable parce qu'on a touché aussi à des choses assez intimes au sein des familles. Et donc, on était en possession comme ça des choses à la fois historiques et à la fois intimes et familiales. Ben oui. Alors, Cédric Rovan.
Cédric Revent. Alors, Cédric, donc vous arrivez sur le deuxième tome de 5 femmes. Alors, vous avez déjà écrit, vous sortez d'une école, et comment se fait cette rencontre avec cette équipe? Alors, moi, à dire vrai, il fait pas très longtemps que ils sortent des études, mais elle est sortie en 2021. D'accord. Ma lance à moi dans l'aventure indépendante d'être artiste-auteur. Premièrement, dans le cinéma d'animation, où je réalise indépendamment mes courts-métrages. Et en fait, c'était à la rencontre d'un des auteurs graphiques que l'est sur l'équipe. Dans l'album. Toliam, qui est un très bon ami, que l'avait proposé à moi cette aventure-là. Et il m'était dit, pourquoi pas. M'avait jamais pensé à faire de la bande dessinée auparavant. Mais il m'était dit, pour être intéressant, c'est un nouveau défi à relever. Et puis, surtout dans le format, aussi dans le personnage lui-même, comme il ne te connaît pas du tout d'ailleurs. Moi non plus. Et que m'a appris énormément de choses sur ce personnage-là, et aussi sur la période aussi que t'es plutôt inconnu pour moi. Oui. Donc c'était vraiment... Et donc, où dessine quel personnage? M'y fait Madame Maria Ochong, connue aussi comme Madame Assoun à la Petite Île. D'accord. Alors, c'est comment on rentre dans ce personnage-là, parce que cette communauté chinoise n'est pas... Je veux dire, elle est bien connue, dérayonnée, mais tant dans tout ce qui est littérature, on les retrouve très peu, alors qu'ils sont connus, ils sont bien présents sur le territoire. Donc, comment on rentre dans la peau de cette femme pour traduire tout ce que vous avez traduit au dessin? Après, je pense que c'est pas mal de choses. Bon, déjà, c'est la relation étroite entre moi et l'équipe. C'est-à-dire que le scénariste, l'historien, ça va donner à moi pas mal d'informations à l'écrit que va permettre à moi de laisser ça décanter, synthétiser, mûrir un peu dans la tête, comme voilà. Ça. Et moi, m'essaye de mettre une partie de moi. De toute façon, c'est toujours une partie de soi qu'on ne dirait pas enlever, mais que nous donne à chaque personnage, même si maman ne l'a pas vécu dans une famille chinoise. Non, mais il a un regard neuf sur cette communauté qui est quand même agréable quand on lit, on 5 femmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été le prix flamboyant, là, c'est ça. Le tome 2, il fait... déjà gagnant. Le premier avait déjà eu prix FNAC et je crois prix flamboyant aussi. Oui, et là, bis. Donc là, on attend le prochain prix FNAC. Peut-être. Aussi qu'on bis. Ça a été une heureuse surprise. Voilà. Oui, en fait, il faut quand même dire qu'il faut parler de l'équipe. On a vraiment une équipe qui est assez constituée. Donc Gilles Gauvin, qui est notre historien, je dirais, de référence. Toliam, dont on a parlé, avec qui j'avais déjà écrit une BD. Et puis David Dervilliers, que l'on ne présente plus, avec L'autre côté la mer, Notre pays, énormément d'œuvres réunionnaises. Natacha, maintenant, qui s'envole. Voilà. On est ravis pour elle. Kitsune, avec cette espèce d'aisance qu'elle a dans le dessin, c'est vraiment magnifique. Et puis maintenant, le petit nouveau qui est Cédric, qui remplace Arupia, qui a offert une autre voie et qui a décidé de faire autre chose. Donc toute cette équipe-là travaille, effectivement, on essaie d'harmoniser et de travailler, mais chacun garde son style et va présenter aussi leur façon d'appréhender le dessin, le monde et la façon dont on peut raconter des histoires et raconter ce qui est important pour chacune des femmes. Et en plus, nous, ce qu'on essaie, c'est de faire en sorte que on voit un petit axe de chaque femme, mais que c'est à chaque fois différent. Différent, oui. Voilà. Et c'est ce qui vraiment met de la valeur à cette bande dessinée. Et je comprends pourquoi elle a été encore reçue le prix. Parce que, alors, bon, là, les noms et moi, ça fait 2. Khadija Patel Mongolia, c'était sûr. Marie-Thérèse de Châteauvieux. Alice Peverelli. Marie
Chong, Françoise Guimbert, évidemment. Voilà. Et voilà. Et donc, voici les 5 femmes. Le choix, ça devait pas être facile quand même, parce que... Ouais. Pour ma part, ça a toujours été un petit peu plus facile que pour Gilles, Gauvin. C'est Gilles qui finalement a amené les 5 réunionnaises. Pour ma part, j'ai eu du choix qu'uniquement pour les chanteuses. C'était Benoît de Boulard ou Françoise Guimbert. C'est moi qui ai choisi Françoise Guimbert parce que franchement, c'est une femme surprenante qui a un parcours très, très particulier. C'est dommage pour Benoît de Boulard, mais Benoît de Boulard est plus proche de Maxime Larope. C'est déjà moins marqué en tant que femme isolée qui s'impose dans une société qui ne veut pas d'elle. Alors que Françoise Guimbert, c'est exactement le cas. Elle s'est imposée réellement dans un milieu, dans une société qui ne voulait pas d'elle et pas d'elle du tout. C'est-à-dire qu'une femme qui chantait du Maloya, grosso modo, c'était pas admis par la société de l'époque. Et elle a bousculé, poussé les meubles et fait des chansons qui sont en plus particulièrement originales et qui, comme tu le disais, marquent un peu parce qu'elle a une... Elle a le verbe haut. Voilà, exactement. Et elle le chante avec beaucoup de tempérament. Et c'est ça qui est formidable. C'est une femme remarquable à tout point de vue. Oui. Bon choix en tout cas. Alors Cédric Rovin, comment est-ce que entre illustrateurs on se partage les personnages? Est-ce que c'est un partage ou est-ce que, je ne sais pas, on tire au sort? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Non, mais dis-moi comme ça. Hein. Je crois que tu n'en sais rien. Il ne sait pas. Je n'en sais pas grand-chose parce que comme moi, comme elle a été dans le... elle arrive en cours de route, on va dire. Ah, ok. Donc, de ce côté-là, je ne pourrais pas dire plus. Mais après... si on peut parler des chants, on a toujours des échanges qu'il fait directement, indirectement avec les autres auteurs graphiques, que ce soit par des discussions ou même en observant aussi ce que les autres font tout simplement. Il peut toujours ramener à quelque chose qu'on peut pas utiliser, me veut dire, mais des choses qu'on peut dire servir. Que voilà, ça m'a pas pensé, donc du coup, peut-être développer ça à ma manière, un peu plus, sans forcément copier, mais il peut toujours inspirer. Ah oui. Surtout que m'y tombe sur une équipe de dessinateurs que les déjà établis depuis des années. Et il n'impressionne pas ça d'arriver comme ça. Aussi au départ, elle est un petit avec peu toute cette équipe-là, un petit peu surprenant. Qui se connaissent aussi déjà un petit peu. Oui, après. Il faut faire sa place là-dedans. Après, Mité connaît déjà Toliam dans la bande, mais il est vrai que déjà entre moi et Toliam, il y a déjà un écart d'expérience. Mais il est vrai qu'au départ, elle est un petit peu surprenante. Mais après, qu'on rentre dedans et qu'on voit que les gens, malgré cette expérience, ils allaient toujours généreux en termes de conseils et tout, que ce soit dans la technique ou autre, à un moment donné, au rang de le bain, au rang de la danse. Oui. Mais en tout cas, joli. Franchement, vous avez tous essayé de prendre des points qu'on ne connaissait pas. Par contre, par exemple, avec Khadija Patel Mongalia, je dis bien le nom de mon, ces femmes indiennes Gujarati là, qui sont engagées et ils arrivent et qui, on connaît très peu de choses sur eux parce qu'on connaît beaucoup d'autres femmes parce que des fois ils étaient sur le registre, mais ces femmes-là, j'ai pas l'impression d'avoir lu, à part il y en a une là qui vient d'écrire Karan et Gujarati sur la communauté, mais j'ai jamais vu mettre ces femmes à l'honneur, hein. Mais peut-être que j'ai raté des choses. Mais... Non, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés aussi pour trouver, on s'est même rapproché des familles. Et d'ailleurs, le scénario reprend un peu cette idée, puisqu'en fait, Kajita
quand on regarde l'évolution de la BD, on parle d'elle, on parle d'elle, on ne la voit jamais. Oui, elle arrive oui, qu'à la 7e page. Sur 10 pages de BD, c'est quand même... Ça te l'a pas gagné en photo. C'est pas qu'elle faisait pas beaucoup de choses, elle a fait énormément de choses. Elle a fait un bien fou. Elle était visiteuse dans les prisons, elle s'est occupée des femmes. C'était formidable. Ça en bénévolat. Et tout ça en bénévolat. Ouais. Mais en même temps, quand dans les cars courants d'air, elle faisait en sorte qu'il y ait des places réservées pour les femmes enceintes, par exemple, à l'avant. Puisque les cars courants d'air, plus vous étiez vers l'arrière, plus ça secouait. Sur la roue, sur la roue, le ventilateur, il donnait. Aujourd'hui, on en parle un peu comme ça, comme du folklore, mais à l'époque, ça ne devait pas être facile de voyager, forcément, quand on était à l'arrière, en tout cas. Et en fait, elle avait plein de choses comme ça qui étaient tournées vers la collectivité, vers le don de soi, vers la bienveillance, mais aussi par cette espèce de secret aussi, de ne pas se montrer. Et en fait, c'est pour ça que j'ai écrit un scénario où finalement on ne la voit pratiquement pas, alors que pourtant elle a été décorée, etc., etc. Donc en fait, à chaque fois, on essaie aussi de retrouver pour chacune d'entre elles c'est l'élément qui fait l'intégration de ces femmes dans la société et le moyen qu'elles ont trouvé de participer, voire même de s'imposer. Elles sont toutes différentes. Moi, aujourd'hui, il me revient souvent des gens qui me disent ce qui est étonnant avec Madame de Châteauvieux, c'est qu'elle a fait plein de choses. Elle était maire de Saleux, elle a été au conseil général de l'époque, etc., etc. Mais en fait, elle n'est libre qu'au moment où elle décide, elle, personnellement, de donner sa propriété, elle, alors qu'elle a déjà plus de 80 ans, pour que ça devienne un musée réunionnais. Oui. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle devient libre en tant que femme. Et c'est ce moment-là qui est le plus important. Et c'est celui-là qu'on crée et que l'on met en avant comme ça, ce moment où les femmes, finalement, même si elles ont eu des obligations, des possibilités, elles ne deviennent finalement libres qu'à un moment particulier de leur vie. Parce que de toute façon, on sait très bien que les femmes, que ce soit en métropole ou ici bien, ont toujours été derrière les hommes, derrière même les grands hommes. On dit qu'il y a toujours une femme. Alors, je vais revenir avec Cédric Rovin sur les couleurs. Alors, qui c'est qui fait cette couverture-là? Parce que c'est rose, c'est... Voilà. L'autre, on est un peu tendance dans le jaune, voilà. Alors que celui-là, on a l'impression d'avoir une douceur. Mais ça, c'est totalement subjectif. Ça, c'est mon pensée. Voilà. Donc, alors que... Sur le code vestimentaire non, la couverture, sur les couleurs que tu l'as choisi, qui ça fait ça Alors, la couverture, c'est David Derveillé que l'avait pris en charge. Oui. Qu'après, il y avait redonné à nous pour redessiner au niveau des personnages. En fait, chaque artiste la reprend son personnage pour redessiner. D'accord. Après, quand nous l'avons fini, Lilith a fait le montage, la composition finale, où Lité redessine vraiment tout au propre la couverture finale et que il donne ce résultat-là. Et le choix de cette voiture rouge là, bon, mais pas trop fan de voiture, hein. Mais bon, je me dis, encore des femmes sur la publicité de l'auto. Justement, c'est ça qui est formidable parce que là, on est en train, faut voir que les femmes n'ont pas eu accès à la conduite automobile très rapidement. Donc en fait, c'est aussi un clin d'œil de dire, à partir d'une voiture qui est un peu une voiture de macho, quoi. Voilà, on prend les femmes et on fait prendre la place du macho par des femmes et qu'on entoure comme ça. C'est des MG des années 70 et en fait, ça représente un peu la Réunion. Prise Unique correspond en fait à la première grande surface réunionnaise qu'il y avait à Saint-Denis. Oui, Prise Unique est toujours connu. Même si maintenant il a changé de nom, on appelle toujours Prise Unique. Ça l'appelle toujours Prise Unique, voilà. Sachant qu'au départ, cette photo-là, c'était Orangina qui était, mais on ne pouvait pas utiliser le nom Orangina. Ok, d'accord. Et moi, personnellement, je ne voulais pas non plus. Mais pas aimé non plus. Non. Donc, Prise Unique, en plus, a une valeur historique à la Réunion. Et oui, donc, en fait, on a fait le clin d'œil comme ça du côté... on remplace les machos dans leur voiture par nos 5 réunionnaises pour montrer que leur destin, c'est aussi de prendre cette place. Oui, d'accord. Bon, on arrive presque à la fin de notre entretien.
Donc, je vais commencer par Cédric. Donc, une question d'actualité qui vous a marqué ou que vous avez trouvé, mais vous pouvez aussi me dire que vous ne parlerez pas d'actualité. Hein. Quelque chose qui vous a un petit peu marqué chez nous ou ailleurs dans le monde. Hein. On n'est pas obligé de rester chez nous. À vrai dire, mais on regarde pas l'actualité de manière précise, mais il est vrai que ce qui parle à main beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui se passe au niveau international avec les actions des États-Unis qui essayent de toucher un peu partout dans le monde et même dans ses États à lui-même. On a beaucoup de choses qui passent et il est vrai que qu'on ne maîtrise pas tout. Enfin, moi, je sais que je maîtrise des fois rien de ce qu'il fait. Il est quand même assez... Bien sûr. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent et il trouve que... Enfin, on a l'impression que il en parle, mais vraiment, il part... Oui, ça glisse, quoi. Ça glisse. Merci, Cédric. Alors, Jean-Marc. Nous, on va faire quelque chose qui nous intéresse en tant qu'historien et raconteur de l'histoire de la Réunion. C'est maintenant le fait que les enfants de la Creuse aient pu enfin être pris en compte, reconnus et probablement indemnisés. Après un long travail auquel d'ailleurs a participé Gilles Gauvin très longuement, et avec vraiment beaucoup de recherche et d'argumentaire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'autant plus qu'il y a eu des bandes dessinées sur les enfants de la Creuse. Et donc, il est à Guillaume aussi. Il est à Guillaume pour plus le bagne, on va dire. Oui, mais après, il y en a qui ont bifurqué aussi. C'est-à-dire ce passage un peu délicat qu'il y a eu à La Réunion entre la fin de l'esclavage et du colonialisme et la montée en charge comme ça dans l'État français qui a eu des râlés-poussés de temps en temps un peu particuliers. Je ne vous parle pas de la clinique du docteur Moreau ou des choses comme ça qui ont aussi un intérêt on n'a pas le temps, Donc en fait, c'est ça, c'est l'évolution qu'il y a enfin grâce à l'histoire de pouvoir aussi en parler et puis éventuellement la réparer. Merci à vous deux d'être venus. Et puis j'espère vous voir aussi, dès qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être le tome 3. Merci d'être venus sur Télé Créole. Merci à et puis à très bientôt. Merci à toi.